Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vision Her, le podcast qui déconstruit les inégalités de genre avec bienveillance, sans jugement, pour bâtir ensemble un monde plus juste. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui fait régulièrement la une des médias, qui divise, qui choque, qui rassure certains, mais qui en révolte d'autres. Un sujet qui touche directement à la question des violences sexuelles, et surtout à la manière dont nos sociétés choisissent d'y répondre. La castration chimique. Depuis le début de l'année 2026, l'Italie est au cœur d'un vif débat parlementaire sur l'introduction de cette mesure comme sanction contre les auteurs de violences sexuelles. C'est une proposition portée par la Lega, le parti d'extrême droite de Matteo Salvini, soutenu par le gouvernement de Giorgia Meloni. Et à chaque fois que ce débat refait surface, en Italie, en France ou ailleurs, les mêmes réflexes s'activent. Des voix s'élèvent pour dire « Enfin, une vraie sanction, enfin quelque chose de dissuasif, enfin on prend les victimes au sérieux ». Mais est-ce vraiment efficace ? Est-ce vraiment ce dont les victimes ont besoin ? Et que nous dit cette mesure de la façon dont on continue, encore en 2026, de mal comprendre ce que sont les violences sexuelles ? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Commençons par poser les bases. La castration chimique, que les médecins préfèrent appeler traitement inhibiteur de libido ou thérapie anti-hormonale, consiste à administrer des médicaments qui réduisent la production de testostérone dans l'organisme. Son objectif est donc de diminuer les pulsions sexuelles de la personne traitée. Contrairement à ce que son nom évoque, la castration chimique n'entraîne pas de mutilation du corps humain. Elle n'est pas irréversible. Elle n'est pas irréversible puisque ses effets cessent lorsque le condamné arrête son traitement. En France, ce dispositif existe déjà sous une forme encadrée. Il peut être décidé dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, d'une libération conditionnelle, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté. La mise en place d'une castration chimique nécessite le consentement de la personne condamnée. En Italie, le débat est plus radical. Des députés de la Lega ont présenté au Parlement italien un texte visant à introduire la castration chimique pour les coupables de violences sexuelles graves. Le gouvernement de Giorgia Meloni soutient cette initiative. La proposition prévoit le recours à la castration chimique comme peine avec un blocage hormonal total par l'administration d'agonistes de l'hormone lutéinisante. L'application de ce traitement serait soumise à une décision judiciaire fondée sur la dangerosité du prévenu. Ce texte est régulièrement relancé après des affaires choquantes. Après le viol d'une jeune femme dans un parc de Rome à l'automne 2025, Salvini est de nouveau monté au créneau. La logique est toujours la même. Un fait divers horrible, une réponse punitive spectaculaire, un vote de colère. Mais la colère, aussi légitime soit-elle, fait-elle de bonnes politiques ? Fait-elle de bons outils pour protéger les victimes ? C'est là que les choses se compliquent. La première limite de la castration chimique, c'est une évidence que l'on oublie trop souvent dans le débat public. Réduire les pulsions sexuelles n'empêche pas de commettre des violences. Pourquoi ? Parce qu'une agression sexuelle ne nécessite pas forcément l'utilisation de l'appareil génital masculin. Un agresseur peut utiliser ses mains, des objets, son corps entier. Il peut commettre des actes de nature sexuelle sans érection. Il peut humilier, contraindre, violer autrement. La castration chimique ne désarme pas la violence. Elle ne désactive pas la volonté de faire du mal. Elle ne supprime pas les dynamiques de domination qui sont au cœur du passage à l'acte. Le docteur Roland Coutenceau, expert en criminologie, précise que la prescription d'anti-hormones est une solution, mais pour une minorité d'auteurs d'agressions sexuelles. Il estime environ à 10 à 15% le nombre d'agresseurs sexuels pour lesquels ce traitement est pertinent. Une étude publiée par des chercheurs de l'Université de Montréal et de l'UQAM conclut que la castration chimique est efficace, mais comporte des enjeux éthiques et des effets secondaires substantiels. Et que ces effets secondaires importants
relève davantage de la neutralisation que de la réhabilitation. Autrement dit, même dans les cas où le traitement fonctionne, on neutralise temporairement un symptôme, on ne traite pas la cause. Cette partie est peut-être la plus importante de cet épisode, et c'est celle qu'on entend le moins dans les débats politiques. Le viol, l'agression sexuelle, les violences sexistes et sexuelles, tout cela n'est pas, ou pas seulement, le résultat d'une pulsion sexuelle incontrôlable. C'est avant tout un acte de pouvoir, un acte de domination, une volonté d'exercer un contrôle sur le corps et la volonté d'une autre personne. Comme le précisent les constats du Grevio, l'organe d'experts du Conseil de l'Europe, la violence sexuelle ne devrait pas être envisagée sous le seul angle de l'incapacité de l'agresseur à contrôler sa libido, mais plutôt, à l'instar de toutes les autres formes de violence à l'égard des femmes, comme un moyen d'exercer un pouvoir et une domination sur les femmes et leur corps. Le psychologue et criminologue Loïc Villerbue est très clair sur ce point. Le viol est d'abord une agression. L'agresseur veut d'abord transgresser la résistance de l'autre. Il recherche la toute-puissance et la domination. Il ajoute, les viols en temps de guerre sont clairement identifiés comme des outils de domination et d'humiliation. Pourquoi en temps de paix serait-il réduit à un problème de pulsion sexuelle ? D'après les expertises de médecins et psychologues établies pour les tribunaux, 90% des agresseurs sexuels ne souffrent pas de pathologie psychiatrique. On ne parle pas de monstres échappés d'un film d'horreur. On parle d'hommes ordinaires, souvent bien insérés socialement, qui font le choix de dominer. Une étude publiée dans une revue scientifique sur les violences conjugales sexuelles le confirme. Quelle que soit leur forme, les violences conjugales ne résultent pas d'une perte de contrôle, mais représentent au contraire un moyen choisi par l'agresseur pour dominer l'autre personne et affirmer son pouvoir sur elle. Si les violences sexuelles sont d'abord des violences de pouvoir et non de désir, et toutes les recherches sérieuses vont dans ce sens, alors réduire la libido d'un agresseur ne suffit pas à éliminer sa propension à la violence. Il gardera ses schémas mentaux, sa vision de la femme comme objet, son besoin de contrôle. Seul le vecteur changera peut-être. Voici maintenant le problème qui me tient le plus à cœur dans ce débat, et dont on parle très peu. La castration chimique, présentée comme une mesure pour protéger les victimes, pourrait en réalité les pousser davantage dans le silence. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord réaliser à quel point les victimes ne parlent déjà pas. Selon les sources, le taux de plainte varie entre 8 et 15%, ce qui signifie que la grande majorité des violences sexuelles ne sont pas portées à la connaissance de la justice. Et cela, malgré des décennies de campagnes de sensibilisation, malgré MeToo, malgré les progrès législatifs. Le silence est structurel, il est alimenté par la honte, la culpabilité, la peur, l'emprise. Dans 91% des cas, les agressions sexuelles ont été perpétrées par une personne connue de la victime. Dans 47% des cas, il s'agit même de son conjoint ou ex-conjoint. Le viol est le seul crime où c'est la victime, et non l'auteur, qui est frappé par la honte et la culpabilité. L'entourage, le système familial, les cercles professionnels, les sphères normatives qui entourent les victimes peuvent créer une sorte de paroi étanche qui ne facilite pas le dépôt de plainte. La victime peut aussi renoncer à déposer plainte par peur des représailles de l'agresseur, notamment dans le cadre de violences intrafamiliales ou par crainte d'un véritable séisme familial. Des dossiers judiciaires montrent que des plaignantes se désistent de la procédure, notamment dans le cadre conjugal, parce qu'elles ne veulent pas aller jusqu'à envoyer leur conjoint, amant ou petit ami devant une cour d'assises et en prison, parce qu'elles l'aiment, que c'est le père des enfants, qu'elles estiment qu'il a compris ou qu'il a besoin d'aide. Maintenant, imaginez que cette sanction soit la castration chimique, imposée, spectaculaire, irréversible dans ses effets, pendant des mois ou des années. Combien de victimes supplémentaires vont se dire « Je ne veux pas que mon mari, mon frère, mon beau-père subissent ça à cause de moi ». Combien vont craindre d'être perçus comme responsables d'une sanction si violente ? Combien
vont intérioriser une culpabilité encore plus lourde. Plusieurs études ont mis en avant le sentiment de culpabilité ressenti par la victime et la peur d'être blâmée par les proches comme explication potentielle du non-dépôt de plainte. Ce mécanisme est déjà très puissant. Une sanction corporelle aussi dramatique ne peut que l'amplifier. Une mesure censée protéger les victimes pourrait dans les faits les faire taire davantage. Ce paradoxe devrait être mis au centre du débat, mais il ne l'est pas. La castration chimique est séduisante politiquement, parce qu'elle est visible, punitive et spectaculaire. Elle donne l'impression qu'on agit, mais elle ne s'attaque pas aux causes profondes des violences sexuelles. Des groupes féministes rappellent que les violences sexuelles trouvent souvent leur origine dans des dynamiques socio-culturelles plutôt que dans des pulsions sexuelles incontrôlables. Tant qu'on continuera à penser le viol comme un débordement pulsionnel, un problème de testostérone à contenir, on passera à côté de l'essentiel. Les violences sexuelles sont le produit d'un système, d'une culture, d'une socialisation qui enseigne aux hommes que le corps des femmes leur est accessible. Ce que les études et les professionnels recommandent, c'est un ensemble de mesures. La psychothérapie cognitivo-comportementale d'abord. Elle représente une valeur sûre, selon les chercheurs, et produit des résultats significatifs sur la réduction de la récidive. La formation des forces de l'ordre, des magistrats, des soignants à mieux accueillir la parole des victimes pour que déposer plainte cesse d'être vécu comme un second traumatisme. L'éducation au consentement dès le plus jeune âge. Les accompagnements des auteurs de violences sexuelles doivent aborder les notions de consentement, d'autonomie sexuelle et d'intégrité personnelle. Et surtout, des ressources pour les victimes, pour qu'elles puissent parler, être entendues, être protégées, se reconstruire. Alors, la castration chimique, bonne ou mauvaise idée ? Je ne pense pas que ce soit une question de morale ou de sensiblerie. C'est une question d'efficacité. Et les données, les études, les experts et expertes nous disent clairement cette mesure ne répond pas aux problèmes qu'elle prétend résoudre. Elle ne protège pas mieux les victimes, elle risque même de les faire taire davantage. Elle ne s'attaque pas aux causes réelles des violences sexuelles, et elle sert surtout à envoyer un signal politique fort, celui qu'on fait quelque chose, sans modifier en profondeur les conditions qui permettent à ces violences d'exister et de se perpétuer. Ce qui m'attriste dans ce débat, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des faits divers violents, à chaque viol médiatisé, on court vers la sanction la plus spectaculaire, plutôt que vers les politiques les plus efficaces. On réagit à l'émotion plutôt qu'aux preuves. Et pendant ce temps, les victimes, elles, continuent de se taire. 9 fois sur 10. Ce n'est pas la testostérone des agresseurs qu'il faut castrer. C'est l'impunité systémique qu'il faut combattre. C'est la culture du viol qu'il faut démanteler. C'est la parole des victimes qu'il faut rendre possible, sûre, crédible et entendue. Merci de m'avoir écouté sur ce sujet difficile. Si vous avez été touché par les thèmes abordés aujourd'hui et que vous avez besoin de parler, la ligne nationale Violence Femmes Info est disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7, au 39 19. Elle est gratuite, anonyme et accessible. Si cet épisode vous a interpellé, partagez-le. Parlez-en. Ces sujets méritent qu'on les pense vraiment, avec rigueur et avec cœur. C'était Dini, à très bientôt pour un nouvel épisode de Vision Her.